Alors même que la matière autobiographique est abondante dans les contemplations, Hugo lui-même a prévenu son lecteur. Son projet d'écriture n'est pas autobiographique. Effectivement, même si on retrouve les différents éléments d'une autobiographie classique, comme l'évocation de la jeunesse, l'évocation des actions passées et surtout un événement marquant le deuil, plusieurs procédés différencient les contemplations d'une autobiographie, en particulier en ce qui concerne le traitement du souvenir. Alors on verra ainsi que la chronologie s'oppose à une temporalité linéaire, fidèle à la réalité du temps vécu, et de la même manière, le travail de la mémoire ne s'effectue pas dans l'œuvre avec une volonté d'établir un récit qui serait ordonné, un récit qui serait rationnel. Au final, le regard rétrospectif utilisé par Hugo s'éloigne des finalités du genre autobiographique. Alors en effet, dans une autobiographie, l'ordre et la composition des événements sont organisés de façon à établir un récit, le plus souvent chronologiquement linéaire, c'est-à-dire qu'on part du début, le plus souvent la naissance, et on remonte le fil du temps jusqu'au moment de l'écriture. Ceci d'une manière relativement continue, il peut y avoir des retours en arrière ou bien des anticipations, mais le côté linéaire est privilégié. Cette manière d'aborder le temps est liée à la volonté de l'autobiographe de reconstituer une identité personnelle qui lui semble floue ou incomplète. Et on parle souvent à ce propos de pulls identitaires que la quête du temps perdu viendrait reconstituer pièce à pièce. Mais Hugo l'affirme dans la préface. Il s'agit, dit-il, d'une destinée écrite là, jour à jour. En fait, Hugo n'est pas en quête de lui-même. Il ne cherche pas à établir une analyse de lui, il ne cherche pas à expliquer le présent par le passé. Au mieux, Hugo va porter un regard amusé sur ce qu'on pourrait appeler des erreurs de jeunesse, mais il ne cherche pas à se comprendre. Il n'y a pas de rupture entre son identité d'hier et celle d'aujourd'hui. En fait, Hugo se connaît, il peut tout à fait revendiquer sa personnalité, il ne cherche pas à se justifier, à s'expliquer. Ainsi, Hugo ne va pas tenter d'organiser les poèmes selon un ordre chronologique. Il pratique même une post-datation des poèmes, c'est-à-dire qu'il met des fausses dates. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces fausses dates ont des valeurs symboliques. Il s'agit par exemple de réduire l'écart entre le moment vécu et le moment de l'écriture du poème. Comme si en fait le moment avait été tellement intense que tout de suite rentré chez lui, en quelque sorte il s'est mis à écrire. Alors d'une manière plus globale, cette post-datation des poèmes lui permet de générer une logique des émotions dans l'ordre des poèmes dans le recueil. Une logique des émotions plutôt qu'une logique temporelle. Car en fait, la seule date qui est importante, c'est celle qui est à la fois présente, même omniprésente, mais qui était également absente dans le recueil. C'est évidemment la date de la mort de Léopoldine, celle qui se trouve entre les deux parties, entre autrefois et aujourd'hui. Cette date, elle figure d'une manière tout à fait symbolique par le biais d'une ligne de point de suspension dans le 3e poème du livre 4. Cette date, c'est une date pivot puisqu'elle sert de repère dans la mémoire de Hugo, comme si tout se réorganisait à partir d'elle, comme si tous les souvenirs n'avaient de sens que par rapport à cette date. Car on voit bien qu'il ne s'agit pas de reconstituer donc une vérité chronologique, une vérité des faits, les uns par rapport aux autres. Il ne s'agit donc pas de décrire un monde dans sa logique propre, comme dans une véritable autobiographie. En fait, Hugo ne cherche pas à faire surgir un monde du passé. Et d'ailleurs, les poèmes ne sont pas organisés dans ce sens. Quand il évoque ses combats littéraires, par exemple, il va les évoquer avant d'évoquer ses souvenirs au lycée, alors qu'ils se sont passés évidemment après. Donc ce qui importe à Hugo, ce n'est pas la vérité du passé,
Ce n'est pas voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce qui importe pour Hugo, c'est la vérité des émotions. Ce qui importe, c'est voilà ce que je ressens encore. Et c'est donc un paradoxe, car en refusant la chronologie stricte, en refusant de pratiquer une sorte de quête de la vérité du passé, Hugo va parvenir à une vérité sur soi-même, une vérité plus authentique, plus sincère. De la même manière que le traitement du temps et des datations sont utilisés par Hugo d'une manière spécifique, la mémoire et les souvenirs ne sont pas là pour reconstituer une réalité perdue. Hugo ne cherche pas à faire revivre une illusion du passé par un récit complet ou par une description minutieuse. Dans une autobiographie classique, en effet, il y a une grande importance donnée aux détails, tout comme à la vision d'ensemble. Et c'est pourquoi on utilise la prose qui permet une narration, qui permet une description précise des choses. Et Hugo a prévenu, encore une fois, dès la préface, puisqu'il dit que son travail de mémoire va se faire par des impressions, des souvenirs, des réalités, mais aussi des fantômes vagues. C'est-à-dire qu'il va y avoir des souvenirs qui vont surgir grâce à des sensations qui ont mémorisé certains points, comme par exemple la coccinelle, la vue de la coccinelle sur le cou de la jeune fille. Donc il va y avoir des sensations, il va y avoir également des réalités qui l'ont marqué. Évidemment, c'est tout ce qu'on va trouver dans le livre 3 avec par exemple le travail des enfants dans Mélancolia. Et puis il y a aussi des fantômes vagues, c'est-à-dire des éléments qui sont tellement douloureux qu'ils vont amener à une évocation irréelle, à une évocation fantasmée, ou une évocation au contraire qui va tirer vers le fantastique, par exemple avec le poème qui s'appelle Le Revenant. Donc un travail de mémoire qui se fait d'une façon très différente à chaque fois. Ce n'est pas un souvenir brut et on va dire d'un seul bloc. Le traitement du temps et le travail de mémoire conduisent ainsi Hugo à proposer une finalité particulière à ce regard en arrière qu'il porte sur sa vie d'autrefois. Ce regard rétrospectif est là d'abord pour recréer le quotidien par touches successives, avec des petites choses qui symbolisent un état d'esprit plus global, avec des éléments, des petits événements qui vont reproduire et essayer de reconstruire l'état d'esprit d'avant. Donc on voit qu'en fait le souvenir n'est pas là dans une démarche d'introspection, il ne s'agit pas d'avoir un examen de conscience, il ne s'agit pas en fait, comme pourrait le dire Rousseau, de se confesser. Ce n'est pas du tout la démarche d'Hugo. En fait, il revendique ce qu'il a fait, il revendique ses choix, il les réaffirme et il ne s'agit pas pour lui de s'excuser. On est donc dans une démarche qui est bien propre à Hugo. L'autre aspect important dans le souvenir et la manière dont il organise et traite ses souvenirs dans les contemplations, eh bien, c'est de montrer que ces différents éléments qu'il rapporte, comme ses combats littéraires ou encore dans le livre 3, tout ce qu'il a vu, puisqu'on sait que dans ses carnets intimes, il y a un certain nombre d'anecdotes qu'il va dénommer des choses vues. C'est le titre qu'il donne. Eh bien, ces souvenirs sont là pour être rappelés, c'est-à-dire pour rester en mémoire, comme s'il s'agissait plus de mémoire au sens du genre littéraire plutôt qu'une autobiographie. Car pour lui, les souvenirs sont là également pour se rappeler d'où on parle, c'est-à-dire comment on s'est constitué et comment, par exemple, une indignation peut être le prélude à l'action, puisque quand il écrit les Contemplations, il est en exil, il ne sait pas évidemment qu'il va revenir en France à un moment donné et qu'il reviendra au moment où Napoléon III sera tombé, il ne sait pas encore qu'il va être le grand poète de la Troisième République.
et le grand poète national. Donc là, il est encore à un moment donné où ses souvenirs, ses combats littéraires sont rappelés pour ce rôle dans l'histoire. Mais il ne sait pas encore quel rôle il va jouer à l'avenir. Donc le souvenir est aussi là comme témoignage historique. Donc on voit que la manière dont il se sert du souvenir dans les contemplations donne au recueil un aspect bien plus poétique qu'un aspect simplement autobiographique.